Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour animer ce deuxième Handifocus organisé par la filière Handirare qui aura pour thématique l'évaluation d'un patient avec une anomalie du développement. Il s'agit en fait d'un Handifocus qui aurait dû être le premier, mais pour des raisons de logistique, l'ordre a été inversé et il sera beaucoup moins technique que celui qui a été présenté il y a quelques mois. Ce nouvel Handifocus sera plus pragmatique, plus général sur les anomalies du développement. Alors pour l'animer avec moi, je suis accompagnée de mademoiselle Faustina Georges, qui est neuropsychologue dans notre service de génétique à l'hôpital Robert Debré, ainsi que le professeur Frédéric Huette, que vous avez déjà rencontré pour ceux qui ont assisté au premier Handifocus, qui est pédiatre à l'hôpital de Dijon et qui nous posera ces questions et les questions que certainement certains d'entre vous se sont posées. Moi-même, je suis Iline Capri, généticienne à l'hôpital Robert Debré dans le centre de référence anomalie du développement. À travers des questions et certains exemples, nous allons discuter au cours de cette session de la façon d'aborder l'exploration des patients qui présentent une anomalie du développement et qui peuvent être associés à des troubles du neurodéveloppement et l'importance des premières évaluations à la fois morphologiques et à la fois sur le plan des apprentissages de ces enfants. Il faut rappeler qu'environ 3% des patients, 3% des enfants naissent avec une malformation. Elle peut être diagnostiquée pendant la grossesse, mais elle peut également être découverte après la naissance. Environ autant de patients, 3%, présentent un trouble du neurodéveloppement de sévérité variable. Donc l'exploration de ces patients et les personnes au contact de ces patients doivent être sensibilisées pour faire les premiers pas et les premières explorations de ces petits patients. Le public à qui s'adresse cet Handifocus est assez large. Nous nous adressons à des médecins généralistes, des pédiatres, que ce soit hospitaliers ou en privé, des médecins scolaires ou des médecins de PMI, mais nous nous adressons également à des professionnels paramédicaux ou des professionnels de la filière médico-éducative. Au cours de cette session, vous pouvez poser les questions que vous souhaitez voir abordées en plus de ce que nous allons développer via le chat et nous collecterons ces questions pour y répondre en fin d'entretien. Frédéric, je te laisse la parole pour que tu puisses nous poser les premières questions sur... Merci Iline et merci de nous accueillir une nouvelle fois pour ce deuxième webinaire. Alors maintenant qu'on a défini ce qu'était une anomalie du développement et qu'on a constaté la fréquence de cette problématique, pouvez-vous nous dire en quelques mots quel est le rôle du généticien dans le parcours d'un enfant qui va présenter un tel problème et avec quelles étapes vous allez pouvoir organiser son suivi ? Alors, je dirais que le rôle du généticien, il est multiple. Le premier rôle auquel on pense, c'est celui d'explorer les patients pour lesquels il n'y a pas de diagnostic. Donc, devant la constatation d'une malformation ou d'un trouble du neurodéveloppement, le généticien est là pour essayer de trouver la cause de cette anomalie. Dans un deuxième temps, une fois que la cause est identifiée, on va pouvoir, en tant que généticien, coordonner, adapter la prise en charge des patients, aider à la mise en place de la prise en charge la plus adaptée en fonction de la pathologie ou des symptômes qui seront présents chez ce patient. Et enfin, le rôle crucial du généticien est de pouvoir apporter un conseil génétique à ces familles en termes de risque de récurrence pour une grossesse à venir, par exemple. Et en cela, nous sommes aidés par des conseillers en génétique qui sont des professionnels non médicaux, mais qui ont une bonne connaissance de la génétique en général. Alors, est-ce qu'on peut approfondir cette notion de conseil génétique ? Quel est le but, quel est l'objectif de ce conseil génétique ? Alors,
que ce soit le généticien ou le conseiller en génétique, lorsqu'on reçoit les patients en consultation de conseil génétique, on est là pour essayer d'expliquer les circonstances d'apparition d'une pathologie génétique, de préciser le mode de transmission également, et si un risque de récurrence était possible, on est là aussi pour expliquer les possibilités de diagnostic prénatal ou de diagnostic préimplantatoire qui peuvent être offertes aux familles. Et pour certaines pathologies, le conseiller en génétique et le généticien sont là également pour organiser le dépistage des apparentés qui ne sauraient pas quel est le risque génétique qu'ils peuvent avoir dans la transmission d'une pathologie. Très bien. Alors, on a compris que le conseil génétique, ce n'était pas simplement un arbre généalogique et qu'il y a vraiment besoin d'étoffer cette consultation de génétique. Mais à l'inverse, est-ce qu'il y a des limites dans la pratique de la consultation de génétique dont on doit avoir conscience et peut-être éventuellement en parler en amont aux praticiens qui prescrivent ou aux familles ? Alors effectivement, même si les nouvelles techniques d'exploration du génome progressent très régulièrement et si l'errance diagnostique peut être diminuée grâce à ces techniques, il reste encore un certain nombre de patients pour lesquels aucun diagnostic n'est posé à l'issue de ces explorations. Alors tout simplement parce qu'il peut y avoir des malformations ou des anomalies du développement qui ne sont pas génétiques, ou même si elles sont génétiques, les causes génétiques peuvent ne pas être connues à l'heure actuelle, ou alors les moyens à disposition pour explorer ces pathologies possiblement génétiques ne sont pas suffisamment performants pour certains mécanismes complexes. Par ailleurs, l'établissement du diagnostic ne permet pas toujours de guérir, enfin permet rarement d'ailleurs de guérir de la pathologie. Ça permet de comprendre, d'adapter la prise en charge, d'anticiper parfois des complications qui pourraient survenir au cours de ces pathologies. Mais il faut donc rester mesuré sur le poids de la consultation de génétique et sur l'établissement du diagnostic chez un enfant par rapport à la prise en charge de l'enfant. C'est pourquoi il ne faut pas attendre cette consultation de génétique ou attendre un diagnostic pour mettre en place une prise en charge adaptée en fonction des symptômes que l'on constate chez l'enfant. Alors maintenant que le cadre est posé, on a compris la logique et l'organisation d'une consultation de génétique. Maintenant, en pratique, quels sont les patients que vous rencontrez en consultation de génétique? Et pour les collègues non généticiens, pouvez-vous nous dire qui sont les patients qu'il est pertinent d'orienter vers vous, ou au contraire, pour lesquels un délai est potentiellement nécessaire ou possible avant de vous les adresser ? Alors, en pratique, on peut diviser en 4 grands groupes les patients qui peuvent être adressés ou qui sont adressés en consultation de génétique. Tout d'abord, les patients pour lesquels une malformation évidente a été mise en évidence au cours du suivi échographique. Donc, une malformation est identifiée et dès la période anténatale. Il nous arrive de recevoir les couples pendant la grossesse. Le deuxième grand groupe de patients sont des patients pour lesquels la malformation va être découverte à la naissance. Et donc, à ce moment, un bilan morphologique peut être réalisé et une consultation de génétique peut également être demandée. Plus tard dans la vie des enfants, c'est devant la découverte tardive d'une malformation ou d'un trouble du neurodéveloppement que nous sont adressés les patients en consultation de génétique pour compléter le bilan étiologique. Et enfin, la 4e classe de patients qui nous sont adressés sont les patients pour lesquels un diagnostic a été posé par les pédiatres, par les neuropédiatres, les endocrinopédiatres, donc des non-généticiens, qui peuvent tout à fait poser des diagnostics, mais qui doivent référer ces patients en consultation de conseil génétique ou en consultation d'avis spécialisés dans un deuxième temps auprès des généticiens. Donc voilà, on a la typologie des patients. Et maintenant, ce qui peut être utile à nos spectateurs, c'est d'avoir quelques exemples de situations concrètes pour comprendre quel est le parcours, comment vous organisez ces consultations.
Alors, si nous pouvons nous référer à l'exemple d'un parcours assez simple, hein, d'un patient pour lequel un diagnostic pourrait être posé pendant la grossesse, devant la présence de malformations échographiques. Et donc, une consultation de génétique peut être organisée dès cette période anténatale pour expliquer le diagnostic, la prise en charge, les éventuelles complications de la pathologie, et au cours de cette consultation peut être discuté en fonction de la sévérité de la pathologie identifiée. On peut discuter soit d'une interruption de grossesse, soit de la poursuite de la grossesse et sous quelles conditions. Par la suite, une fois que l'enfant naît, le généticien peut de nouveau être sollicité pour aider à l'organisation de la prise en charge, l'organisation de la mise en place de la coordination des soins de proximité et au cours de la vie de l'enfant, des consultations de génétique peuvent être également réalisées. Une consultation de conseil génétique pour les parents est aussi nécessaire pour anticiper les risques de récurrence, comme nous l'avons évoqué précédemment. Donc on a vu sur ces deux diapositives les organisations avec des exemples concrets, mais pour le praticien au quotidien, est-ce qu'il a la possibilité de s'appuyer sur des recommandations de suivi, des organisations d'examens complémentaires, ou qu'est-ce qui, pour le médecin généraliste, permet d'avoir une conduite à tenir pratique ? Alors pour un certain nombre de pathologies génétiques, entre autres, il existe des recommandations nationales sous la forme de protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Il s'agit de documents qui sont rédigés par des groupes d'experts sur certaines pathologies ou sur certains syndromes. Des listes sont disponibles sur le site de la Haute Autorité de Santé qui héberge ces documents. Il existe environ 200 PNDS à l'heure actuelle et certains sont en cours de rédaction encore, avec des recommandations précises sur les symptômes présentés par les patients, les points sur lesquels il faudra être vigilant et sur les prises en charge les plus adaptées en fonction de la pathologie. Donc généralement, ces PNDS se déclinent en 2 ou 3 documents. Il existe toujours un document de synthèse destiné aux médecins traitants ou aux pédiatres, globalement à tous les praticiens qui sont au contact des enfants présentant cette pathologie et qui, en quelques pages, résume les caractéristiques principales de la pathologie et résume aussi la prise en charge. Le document plus complet, donc le PNDS en lui-même, est un document très exhaustif qui peut être constitué de 30 à 100 pages de description des différents symptômes des patients. Et au sein de ces PNDS, de ces documents principaux, on peut recueillir des calendriers de suivi. Par exemple, pour la microdélétion 22q11, on observe un détail très exhaustif des examens à proposer et des consultations spécialisées à proposer. Généralement, c'est un document que j'imprime lorsque le diagnostic est posé et que j'agrafe dans le carnet de santé des enfants pour que chacun, médecins, parents, puissent être vigilants sur la surveillance de l'enfant adaptée à sa pathologie. Donc ces documents, c'est très intéressant, ils ne sont pas destinés aux spécialistes, mais bien à la fois aux familles, aux médecins traitants et à l'ensemble des interlocuteurs qui interviendront autour du patient. Et donc c'est un document qui est très facilement accessible. J'insiste simplement sur le fait qu'ils sont disponibles sur Internet et que chaque praticien peut directement accéder à ce PNDS sans aucune difficulté et que ce n'est pas rédhibitoire, ce n'est absolument pas une liste d'examens complémentaires très complexes, mais c'est vraiment de la pratique quotidienne. Alors maintenant, revenons à la démarche diagnostique. On sait qu'il y a des quantités énormes d'enfants pour lesquels se pose la question d'une anomalie potentielle, en particulier en anténatal. Est-ce que le généticien voit tous les couples dont le fœtus est porteur d'une malformation? Et puis à l'inverse, est-ce que toute malformation va nécessiter une consultation, une prise en charge auprès d'un généticien? Alors, pas systématiquement. Effectivement, lorsqu'une malformation est dépistée au cours d'une grossesse, généralement, le dossier est discuté et certaines malformations prêtent
à des explorations génétiques et d'autres moins. Parfois, les malformations sont évaluées. Il n'y a parfois pas d'autres anomalies dépistées en anténatal et elles ne donnent pas lieu à une consultation de génétique anténatale. Par contre, il peut arriver que le bilan étiologique réalisé en anténatal ne mette pas en évidence d'anomalies génétiques, mais que la malformation soit explorée en postnatal ou que les explorations doivent se poursuivre en postnatal et une consultation de génétique pourra être discutée après la naissance de l'enfant. Enfin, il y a aussi des couples pour lesquels une exploration ou une consultation de génétique en anténatal n'est pas souhaitée. Et ces couples-là, il devra leur être proposé en postnatal une exploration et des consultations spécialisées. En pratique, toutes les situations où une malformation est observée durant la grossesse sont discutées au cours de réunions de concertation pluridisciplinaire au sein d'un CPDPN, un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, et les situations sont discutées pour savoir si un prélèvement invasif, que ce soit la biopsie de trophoblaste ou la ponction de liquide amniotique, ou si une consultation de génétique est recommandée dans ce contexte. Donc on est bien d'accord, les décisions ne seront jamais prises par un seul praticien. Il y a toujours nécessité d'une concertation et d'une rencontre entre spécialistes des différents domaines avant d'aboutir à une décision et une proposition auprès des parents. Alors, parfois, aucune anomalie n'est dépistée en anténatal, même si aujourd'hui la technologie, en particulier les échographies, sont extrêmement performantes. Mais il arrive qu'une malformation ne soit pas découverte en anténatal, mais en postnatal. Et dans ce cas, quel est votre rôle autour de ce contexte postnatal? Est-ce que le généticien a un rôle ? Alors oui, c'est des situations qui sont assez classiques de découverte postnatale d'une malformation, et le généticien est souvent appelé soit dans le service de réanimation pédiatrique, soit à la maternité pour examiner ses enfants et essayer de mener avec nos collègues les explorations complémentaires. Classiquement, en fait, les explorations ont pour but de savoir si cette malformation elle est isolée ou syndromique, et on peut distinguer deux types de malformations différentes. Alors, d'une part, les malformations majeures, qui sont des malformations ayant des conséquences fonctionnelles pour l'enfant, et bien souvent, les patients sont référés d'abord au spécialiste de l'organe concerné. Le généticien est appelé en parallèle ou en deuxième intention. Le bilan morphologique est généralement conduit lors de la prise en charge de ces patients, et c'est souvent la priorité pour les parents de pouvoir prendre en charge la malformation, éventuellement s'il y a besoin d'une chirurgie ou d'une correction. Dans un deuxième temps, les situations qui sont également observables en postnatal, ce sont les découvertes de malformations ou d'anomalies mineures qui, cette fois-ci, n'ont pas de conséquences fonctionnelles pour le développement de l'enfant, mais qui peuvent être constatées soit par le pédiatre, soit par le médecin généraliste. Il s'agira de petites particularités morphologiques et dans plus de 70% des cas, elles sont situées au niveau du visage ou au niveau des extrémités. Et souvent, on parle de dysmorphie faciale parce qu'elles sont principalement localisées au niveau du visage. Dans ce contexte, lorsque les anomalies sont isolées, généralement, on n'a pas besoin de référer les patients en consultation de génétique. Parce que dans la population générale, nous sommes tous porteurs d'une ou deux malformations mineures, anomalies mineures, particularités, et qu'elles ne sont pas systématiquement associées à un trouble du développement. Par contre, à l'inverse, lorsque un patient présente une malformation majeure ou une anomalie du développement neurologique, à ce moment-là, on a plus de chances, en examinant l'enfant, de retrouver ces petites particularités morphologiques qui vont pouvoir orienter le bilan morphologique. En pratique, lorsque ces anomalies sont isolées, on n'a pas de raison de les adresser en consultation de génétique. Certes, mais cette anomalie mineure, les parents sont souvent un petit peu démunis et sont
probablement inquiets, et même le médecin généraliste peut parfois être démuni devant une anomalie qu'il n'a pas l'habitude de voir. Et donc dans ce contexte de malformation mineure isolée, vers qui le médecin, les familles peuvent être orientés ? Alors parfois, c'est vrai que les malformations mineures qui ne sont pas présentes chez l'un des parents, par exemple, peuvent dérouter un peu les pédiatres ou les parents. Certaines malformations sont connues pour être associées à des syndromes, et parfois certains bilans morphologiques peuvent être réalisés. Et d'autres fois, ces anomalies ne sont pas associées à des formes syndromiques et donc n'ont pas de raison d'inquiéter plus que ça les familles. Je me permettrai du coup de donner quelques exemples simples, on va dire. Concernant des anomalies que l'on peut observer au niveau des oreilles, par exemple, on a très fréquemment, à la naissance d'un enfant, des anomalies discrètes au niveau des oreilles, donc de type tubercule prétrachien ou de type fistule préhélicéenne. Dans ces contextes de malformation de l'oreille, il est important, dans un premier temps, de surveiller l'audition de ces enfants. Et on peut adresser les patients en consultation ORL pour le test auditif et pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres anomalies associées. Mais on sait aussi que certaines de ces anomalies de l'oreille peuvent être syndromiques et quelques bilans morphologiques peuvent être effectués, tels qu'une échographie rénale ou un examen ophtalmologique pour rechercher le caractère syndromique de ces malformations mineures. Un autre exemple, au niveau des mains cette fois-ci, on a aussi très souvent des anomalies des plis ou des anomalies d'angulation des doigts, donc une clinodactylie. Ces malformations mineures, elles sont assez régulièrement associées à la trisomie 21. On voit effectivement que ces patients ont plus fréquemment des petites anomalies au niveau des extrémités, mais la présence de façon isolée de ces malformations n'a pas de caractéristiques pathologiques, et il suffira à ce moment-là de surveiller le développement neuromoteur de ces enfants pour pouvoir rassurer les parents sur l'absence de formes syndromiques de ces petites anomalies. Alors, ces petites anomalies, vous les connaissez bien, les praticiens pas forcément. Est-ce qu'il est imaginable ou possible qu'un médecin appelle le centre de référence, contacte par téléphone ou par mail, pour avoir simplement un renseignement de l'orientation ou de non-orientation de l'enfant vers une consultation de génétique? Alors tout à fait, ça nous arrive assez régulièrement d'avoir des mails ou des appels de collègues par rapport à une anomalie mineure. Donc pour certaines, on peut proposer une consultation de génétique. Certaines malformations mineures peuvent être à explorer plutôt en milieu hospitalier. Et puis pour d'autres, on va donner des conseils assez simples d'un certain nombre d'examens à réaliser pour ne pas passer à côté d'une forme syndromique, tout à fait. Alors on va maintenant quitter la période néonatale. Vous êtes amené très probablement à avoir des enfants plus âgés. Dans quel contexte, quelles sont les circonstances qu'il faut qu'un enfant doit vous être adressé pour une consultation et éventuellement un conseil génétique? Alors, les enfants plus âgés peuvent nous être adressés suite à la découverte d'un signe qui va être d'apparition tardive. Par exemple, des anomalies cutanées qui peuvent être apparues dans les premiers mois de vie. Ou alors, chez un enfant pour lesquels une accumulation de symptômes va finalement susciter l'inquiétude parce que devant l'association d'une cryptorchidie, d'un retard de croissance, de difficultés alimentaires parfois associées à quelques petites particularités morphologiques, on finit par se poser la question d'une pathologie génétique sous-jacente. Mais la plupart des patients qui nous sont adressés plus tardivement le sont surtout sur la base d'un retard de développement ou de difficultés scolaires, parfois aussi associées à des particularités morphologiques. Mais alors, dans ce contexte, soit de particularités morphologiques, soit de retard, est-ce que la consultation de génétique est toujours adaptée et quel est le bon moment pour vous l'orienter ? Alors,
parfois, les patients présentent des troubles du neurodéveloppement qui sont vraiment sévères ou très spécifiques, et le généticien n'est peut-être pas le praticien le plus légitime à solliciter en première intention. Par exemple, pour des patients qui présenteraient une hypotonie très importante ou une épilepsie ou une régression, c'est vrai que dans ce contexte, c'est plutôt le neurologue, le neuropédiatre qu'il faut solliciter en premier. Même chose si le patient présente au premier plan des troubles du comportement, il faut plutôt l'adresser au pédopsychiatre pour qu'une prise en charge adaptée soit mise en place. Le généticien aura son rôle à jouer dans l'exploration étiologique, mais probablement en parallèle de nos collègues spécialistes. Alors ça, je pense que c'est un élément très important. On ne va pas vous adresser en consultation sur une vague impression, sur une sensation ou une description d'un instituteur ou d'un collègue éducateur, par exemple. Il est manifestement nécessaire d'avoir des éléments objectifs pour vous, pour pouvoir préciser au mieux votre orientation diagnostique. Et donc, dans ces circonstances, pour le praticien, vers qui faut-il s'adresser pour conforter cette impression et donner des éléments objectifs au généticien ? Alors, sur le plan du développement, c'est vrai que les enfants qui présentent un retard, parfois, ont juste un décalage des acquisitions, un décalage dans les apprentissages, et on ne sait pas si il existe de façon sous-jacente une anomalie réelle. Et donc, dans un premier temps, lorsque le retard est constaté, il est important d'adresser ces patients pour la réalisation d'un bilan sensoriel. Notamment, si le patient présente un retard de langage, il faut ne pas hésiter à retester l'audition, même si elle a pu être testée auparavant, parce que certaines surdités ou certaines anomalies du développement peuvent s'accompagner de surdités acquises. Même chose pour la visibilité, pour la consultation ophtalmologique. Il est important de s'assurer que l'enfant a une bonne vision et qu'une basse vision ne gêne pas son développement. Et puis pour les enfants qui ont un trouble moteur, on va demander aussi un bilan en psychomotricité ou en kinésithérapie motrice pour savoir si réellement on observe un décalage par rapport à ce qui devrait être acquis à son âge. Donc ça, c'est le premier niveau d'évaluation. Et si ce premier niveau ne constate pas d'anomalie particulière, si les difficultés persistent et les troubles d'apprentissage s'aggravent, que faut-il faire ? Donc, si ça persiste, effectivement, ou si les bilans initiaux montrent qu'il y a besoin de mettre en place une rééducation, c'est que, objectivement, le patient présente un décalage. Et dans ce contexte, on a parfois recours à une évaluation un peu plus globale. C'est pourquoi j'ai demandé à mademoiselle à Georges d'intervenir sur ce sujet en tant que neuropsychologue, parce que les neuropsychologues peuvent nous aider à y voir plus clair dans le développement global et les difficultés de ces enfants. Oui, en effet, devant des difficultés qui persistent, notamment par exemple devant un retard de langage, il est important de faire un bilan auprès d'une orthophonie de manière précoce et de ne pas forcément attendre. De même, devant des difficultés au niveau motrice, de faire un bilan en psychomotricité. Et puis, dans certains contextes, il est parfois difficile de savoir s'il s'agit de difficultés spécifiques ou de difficultés globales. Et dans ce contexte-là, une évaluation du neurodéveloppement par un neuropsychologue ou un psychologue formé à l'évaluation est alors utile. Donc vous êtes neuropsychologue, à la fois neurologue et psychologue, ou bien c'est un métier en tant que tel? Et qu'est-ce qu'un bilan neuropsychologique? En quoi ça consiste? Alors oui, c'est un métier en tant que tel, psychologue spécialisé en neuropsychologie. Et le bilan neuropsychologique, c'est une évaluation de l'ensemble des capacités cognitives. Et il a pour donc, objectif d'explorer les différents domaines cognitifs pour identifier les fonctions altérées et les fonctions préservées et du coup aider à établir un éventuel diagnostic pour orienter au mieux le parcours de soins, donc préconiser les différentes prises en charge rééducatives, mais également orienter tout ce qui est scolarité, les prises en charge éducatives et pédagogiques, et puis dans un grand nombre de situations, favoriser l'autonomie et limiter les répercussions en vie quotidienne.
juste d'un point de vue théorique, l'évaluation neuropsychologique, c'est vraiment faire le lien entre les fonctions cognitives, le comportement, les différentes structures cérébrales, vraiment d'avoir un tableau global pour identifier quelles sont les forces et les faiblesses de l'enfant. Pour ça, on fait différentes épreuves qui permettent de dresser ce tableau. Le mot épreuve fait un peu peur. En pratique, ça consiste en quoi? Quel type de matériel vous utilisez pour évaluer les enfants? Alors oui, le mot épreuve fait un peu peur. Alors en première intention, je pense que le test qui est le plus connu, ce sont les échelles de Wechsler. Il s'agit d'une batterie de tests qui permet d'obtenir une efficience intellectuelle, plus communément appelée le quotient intellectuel, le QI. Et selon l'âge, la batterie proposée sera un peu différente. Et donc il s'agit de petites épreuves relativement ludiques et de jeux qui permettent d'évaluer l'ensemble des capacités cognitives. Donc ce quotient intellectuel, il est avant tout évalué par les neuropsychologues. C'est vous les professionnels de ce type d'évaluation. Alors, quand faut-il proposer cette évaluation? On voit souvent des parents qui nous disent « Oh là là, mon enfant, il a ceci, cela, j'aimerais bien avoir un QI, mais est-ce qu'il doit être orienté d'emblée vers un neuropsychologue et est-ce qu'il faut renouveler ces évaluations régulièrement ou bien une seule évaluation suffit ?» Alors, juste pour une petite précision, le bilan neuropsychologique ne se limite pas à l'efficience intellectuelle. Et puis le QI reste un chiffre, c'est l'analyse clinique autour qui est importante. Donc le neuropsychologue peut faire ces évaluations, mais également les psychologues scolaires. Et souvent, on propose ces évaluations soit devant des difficultés dans les apprentissages, soit au moment du diagnostic. Mais également, dans certains syndromes, on le propose même de manière générale des moments au changement de cycle, soit à l'entrée à la maternelle, soit avant le passage en primaire, qui est une étape importante, soit avant le passage au collège ou au lycée, pour voir quelles sont les compétences de l'enfant et ses besoins surtout, pour adapter au mieux la scolarité. Un bilan, il faut au moins, on va dire, entre 12 et 18 mois entre chaque évaluation. On fait pas des bilans, on renouvelle pas les bilans à titre systématique. Si les prises en charge et la scolarité est adaptée, on va pas forcément préconiser un nouveau bilan. Il faut vraiment qu'il y ait un intérêt pour l'enfant derrière, mettre en place des adaptations, de la scolarité au niveau du renouvellement de la MDPH. Mais voilà, c'est pas tous les ans à titre systématique. Et j'en reviens à ces tests. Vous utilisez plusieurs tests. Vous validez objectivement tout votre parcours d'évaluation par plusieurs tests. Donc c'est long. En pratique, ce n'est pas une simple consultation. Ah oui, alors c'est des consultations qui sont très longues. Ça peut être sur une journée. Certains le font en 2 demi-journées. Et c'est vrai que je vous ai parlé des échelles de Wechsler où on commence par ça pour avoir une vue globale. Et après, on va évaluer l'attention, la mémoire, les praxis, les fonctions exécutives. Et puis, les épreuves ne seront pas les mêmes en fonction de l'âge de l'enfant. Voilà. Ça reste des tests, mais la clinique autour est très importante. Alors, venons-en aux choses qui fâchent. Les délais sont souvent longs. Pour vous contacter, c'est facile, mais après, pour obtenir un rendez-vous, une évaluation, c'est pas très simple d'obtenir une évaluation dans un centre de référence ou de compétences. Et puis, le CHU peut pas être le pôle d'attraction de la totalité des problèmes posés par les enfants. Et qu'est-ce qu'on peut faire en parallèle, à la fois pour combler ce délai? On ne va pas laisser un enfant dans la nature pendant 18 mois en attendant que son évaluation soit faite. Et est-ce que vous pouvez vous appuyer sur d'autres professionnels pour réaliser une partie de ce bilan et pour vous accompagner dans l'évaluation globale de l'enfant? Oui, tout à fait. Alors, déjà, le bilan neuropsychologique en libéral a un coût, c'est onéreux, donc pas forcément accessible à tout le monde. Souvent, il y a les psychologues scolaires dans le cadre de difficultés à l'école qui peuvent faire un premier bilan. Ensuite, il y a tout le réseau de villes, les CAMS, les CMP, CMPP, CESAD, toutes ces structures où il y a de plus en plus de neuropsychologues ou de psychologues formés à l'évaluation. Alors, il n'y en a pas partout, on le sait, mais il y en a de plus en plus. Et donc, si l'enfant est suivi dans ce type de structure, il peut bénéficier d'une évaluation. Après, le réseau de soins est propre à chaque région et à chaque même ville. Donc, les ressources ne sont pas les mêmes à chaque endroit. L'évaluation, elle peut être faite
quand il y a besoin d'une évaluation globale d'un bilan neuropsychologique, ça peut être fait par psychologue et neuropsychologue, mais si c'est des troubles du langage au premier plan, déjà l'orthophoniste peut faire un premier bilan. Alors, une fois que ce bilan est fait, que l'évaluation globale est en cours, il est nécessaire d'accompagner cet enfant et de l'orienter dans une structure adaptée. La plupart de ces structures nécessitent un cadre administratif et en particulier un dossier MDPH. Alors, ce fameux dossier MDPH, il est à la fois lourd et conséquent à réaliser, mais essentiel pour pouvoir accompagner cet enfant. Alors, grande question, à quel moment faut-il le faire ? Sachant que la plupart des dossiers MDPH nécessitent une évaluation neuropsychologique. Et qui doit faire la première demande de dossier MDPH ? Alors, le dossier MDPH, effectivement, c'est un point charnière dans la prise en charge des enfants. Souvent, le certificat est rédigé par soit le médecin qui prend en charge l'enfant, soit le médecin qui pose le diagnostic d'une pathologie chez l'enfant. Alors, tout comme la prise en charge, il ne faut pas attendre d'avoir un diagnostic pour pouvoir remplir ce certificat, parce que les démarches sont longues et parce que lorsqu'elles sont initiées, il sera d'autant plus facile de préciser un petit peu les besoins si un diagnostic était posé dans l'intervalle. On ne part pas de rien du tout, en fait. Donc, pour pouvoir remplir ce certificat au mieux, il est important de bien préciser les difficultés constatées chez l'enfant et d'y ajouter en fait l'ensemble des bilans qui auront pu être réalisés pour permettre la rééducation, l'accompagnement de l'enfant à l'école afin qu'il puisse progresser dans de bonnes conditions. En effet, comme l'a dit Lynn, le dossier MDPH permet de faire valoir les besoins de l'enfant, donc en fonction du projet de vie qui est rédigé par la famille. Et les différents comptes rendus qui y sont associés, la MDPH va permettre d'allouer certaines compensations, que ce soit financières, mais également orientées pour la scolarité. Et même à l'âge adulte, s'il y a des reconnaissances et des adaptations pour le milieu professionnel, ce dossier est vraiment très important. En fait, cet aspect de prise en charge des enfants fera l'objet d'un webinaire complet parce que c'est vraiment tout à fait essentiel pour les praticiens de première ligne et puis pour les spécialistes d'être certains que la bonne démarche est faite avec le bon patient et orientée de la bonne façon vers le bon établissement. Et cet aspect administratif-là est extrêmement important. Alors, revenons-en aux indications de la consultation génétique. Moi, je voudrais qu'on soit un peu pratique. Quand adresser les patients ? Comment préparer cette consultation et de quoi avez-vous besoin en amont de cette consultation pour optimiser cette prise en charge ? Alors, la question du quand va rester assez difficile. Parfois, l'indication de la consultation de génétique est évidente devant une malformation importante, devant un trouble du neurodéveloppement important. On ne se pose pas vraiment la question et donc les patients nous sont adressés très tôt. Parfois, les situations sont un peu plus difficiles et pour trancher, ce que je conseille à notre auditoire, c'est de bien détailler les raisons pour lesquelles une consultation de génétique est demandée ou est discutée en précisant tous les points qui posent souci chez l'enfant, les courriers qui doivent être adressés au centre de référence pour obtenir une consultation doivent comporter les paramètres de naissance, les paramètres de croissance de la croissance actuelle, une description de l'évolution de l'enfant dans son développement et puis il doit comporter également toutes les explorations qui ont déjà été faites et les résultats qui ont été obtenus. Grâce à ce courrier, en fait, les centres de référence vont pouvoir mieux orienter le patient, parfois réorienter vers une consultation plus spécialisée si on juge que la raison pour laquelle la consultation a été demandée est finalement peut-être pas la consultation de génétique n'est peut-être pas la plus indiquée dans ce contexte. Et, en amont, on peut même imaginer parfois des situations d'urgence pour lesquelles, au vu du dossier, vous anticipez
et vous essayez d'organiser au plus tôt la prise en charge de cet enfant. Alors tout à fait, ça nous arrive aussi de recevoir avec des délais plus courts, parce que malheureusement nos délais sont longs, des patients ou des familles pour lesquels on juge que la situation nécessite une prise en charge plus rapide. Alors, j'ai juste oublié de préciser qu'au sein de la France, on a un maillage territorial assez bien réparti, de centres de référence et de centres de compétences pour les anomalies du développement qui permettent de recevoir ces patients au plus près de chez eux, même si on n'a pas de généticien juste à côté, on a toujours la possibilité d'être référé à un centre à proximité de son domicile. Alors on voit que le maillage national est bien réparti, néanmoins, et c'est surtout pas une critique de l'organisation de votre dispositif, mais on sait que le travail est important. Parfois les délais de consultation sont longs. Est-ce que le praticien doit attendre que cette organisation de prise en charge en génétique soit faite pour mettre en place d'autres dispositifs, ou bien est-ce qu'il peut organiser la prise en charge de cet enfant sans votre avis initial? Alors à partir du moment où il y a une demande de consultation spécialisée chez un enfant, c'est qu'on juge que son développement nécessite une surveillance, et sachant que la consultation de génétique ne va pas pouvoir être réalisée de façon immédiate, il est important de maintenir une surveillance de cet enfant, notamment au niveau de son développement, et un accompagnement de cet enfant dans sa scolarité et dans sa vie quotidienne. Par ailleurs, il faut aussi prévenir les familles qu'en l'absence de diagnostic chez cet enfant, il y a potentiellement un risque que l'origine de ce trouble du développement soit génétique, et potentiellement un risque qu'il y ait une récidive au sein du couple. Et il faut informer les familles qu'en l'absence de diagnostic, on ne pourra pas préciser le risque de récidive de la pathologie chez un nouvel enfant. Alors j'en reviens au début de ta réponse. On n'est pas obligé d'attendre un diagnostic avant de prendre en charge et de rééduquer un enfant. Et ce sont bien les symptômes qui finalement vont dicter la conduite à tenir plutôt que le diagnostic final. Il peut réorienter l'enfant, ce diagnostic final, mais néanmoins chaque symptôme doit être pris en charge en amont de la consultation ou parallèlement à la consultation. Tout à fait. Le diagnostic permet de comprendre, permet parfois d'anticiper ou de réorienter la prise en charge, mais une prise en charge symptomatique reste malheureusement la règle au sein des maladies génétiques où on a assez peu accès à des thérapeutiques ciblées. Alors, pour les familles et les patients, une consultation dans un contexte de génétique n'est pas anodine. J'imagine que les patients, les familles des patients ont beaucoup d'interrogations. Il y a un certain nombre d'enjeux qui sont posés, soit en anténatal, soit en postnatal. Comment faire pour un praticien qui adresse en génétique? Comment faire pour accompagner cet adressage et pour préparer la famille? Oui, c'est essentiel cet accompagnement parce qu'il arrive parfois que des familles nous soient référées en consultation de génétique sans avoir bien compris les enjeux et sans avoir été informées en fait, de la raison pour laquelle une consultation de génétique avait été proposée. Et donc, il est important de leur expliquer, parfois avec des mots assez simples. Il suffit souvent de leur dire que l'évolution de leur enfant n'est pas tout à fait classique, que devant tel ou tel symptôme qui a été constaté, on aimerait comprendre pour mieux prendre en charge leur enfant. Et ça suffit souvent pour faire adhérer la famille à cette démarche diagnostique. Oui, il existe des guides d'accompagnement, mais alors il est important d'offrir un accompagnement personnalisé. Il y a plusieurs dimensions à prendre en compte lorsqu'on oriente une famille à une consultation de génétique. Déjà, la temporalité. La temporalité diffère selon chacun, notamment entre le corps médical et la famille. De plus, selon les difficultés qui peuvent être rencontrées dans le parcours médical ou dans le développement de leur enfant, les familles vont être plus ou moins demandeuses. Et ça, il est important de le prendre en considération parce que sans l'adhésion des familles, il est compliqué de mener à bien les explorations génétiques.
Et de plus, un élément assez important, c'est de prendre en considération les ressources psychologiques des familles, parce que les enjeux psychiques d'une consultation ou d'une potentielle annonce diagnostique de maladie rare sont vraiment très importantes. Effectivement, on peut imaginer qu'en fonction de l'âge, en fonction du type de retard ou d'anomalie du développement présenté par l'enfant, la consultation génétique n'aura pas le même poids, que ce soit en anté ou en postnatal ou beaucoup plus tard. Le poids qu'entraîne cette consultation va être différent d'une situation à l'autre. Oui, tout à fait. En fonction de l'âge de l'enfant et du parcours de soins qui a eu lieu, ce ne sera pas du tout vécu de la même manière par la famille. Effectivement, quand les consultations arrivent très tôt, dans les premiers mois de vie, les parents n'ont toujours pas conscience des difficultés de leur enfant. Un décalage n'est pas forcément visible et c'est devant l'association, comme on l'a dit tout à l'heure, devant l'association de symptômes que la consultation a lieu. Il faut vraiment prendre en compte l'âge de l'enfant et l'approche ne sera pas la même. Et il est important de préparer les familles à ça. Alors, un point qu'il faut peut-être préparer en amont, la génétique a fait d'immenses progrès, en particulier les outils technologiques ont considérablement évolué durant ces dernières années. Mais pour autant, on ne trouve pas un diagnostic génétique dans toutes les situations. Et pourtant, l'attente des familles est importante à ce sujet. Est-ce qu'il faut les préparer en amont de la consultation sur le fait qu'il est possible que ça n'aboutisse à rien ? Oui, tout à fait. Il est essentiel, comme l'a dit le docteur Capri juste avant, de définir les objectifs et les limites de la consultation génétique. Et le point essentiel, c'est qu'il ne faut pas attendre le diagnostic ou la consultation en génétique pour mettre en place les différentes prises en charge. Alors effectivement, ces prises en charge pour les familles, elles sont essentielles. Est-ce que tout s'arrête s'il n'y a pas de diagnostic ? Est-ce que le fait de ne pas poser un diagnostic face aux difficultés d'un enfant fait que ces prises en charge doivent s'arrêter ou ne doivent pas être entreprises si rien n'avait été fait en amont ? Alors non, pas du tout. Tout ne s'arrête pas si on n'a pas de diagnostic. Il y a malheureusement des patients que l'on suit pendant des années sans pouvoir poser un diagnostic. C'est pour ça qu'on continue à les suivre en génétique pour essayer un jour finalement de mettre un nom ou un diagnostic sur ce qu'on constate chez l'enfant. Et les techniques de génétique évoluent de façon régulière. Donc on ne perd pas l'espoir, en tout cas en tant que généticien, de pouvoir poser un jour un diagnostic, mais ce n'est pas pour autant que sans diagnostic, on doit laisser les patients sans prise en charge. De toute façon, la prise en charge, elle est symptomatique. Il faut l'adapter au mieux à ce qui est constaté chez l'enfant, à ses besoins et à son évolution pour pouvoir l'aider à progresser malgré tout. En pratique, vous gardez les dossiers en mémoire. Est-ce que c'est vous qui vous convoquez les enfants en fonction de l'évolution des outils techniques ou bien est-ce que c'est au médecin qui suit le patient de vous réadresser l'enfant ? Alors, dans beaucoup de centres, j'imagine, en tout cas dans le mien c'est le cas, nous n'avons pas de système de rappel automatique de patients pour lesquels il n'y aurait pas de diagnostic. Et donc, c'est vraiment les familles ou les médecins de proximité qui doivent nous réadresser les patients. Souvent, lorsque les enfants sont grands, à un rythme d'une consultation tous les 2-3 ans pour laisser le temps à la technique de faire des progrès et que l'on puisse être en mesure d'offrir des nouvelles explorations pour ces enfants. Et donc, il ne faut pas hésiter, si un patient n'avait pas de diagnostic, à réadresser à un centre de génétique les patients au bout de quelques années. Très bien. Alors, je pense que nous arrivons au terme de l'entretien que nous étions fixés. Et comme je vous l'avais dit en début de ce HandiFocus, vous pouvez continuer à poser vos questions sur le chat. Et pour les questions qui ont déjà été mises à disposition, elles ont certainement été traitées. Nous allons bientôt accueillir notre collègue pour nous les poser. Donc, en conclusion de cette première partie, les éléments que que nous aimerions que vous reteniez dans ce contexte sont qu'il est important de ne pas attendre en fait la consultation spécialisée
ou de ne pas attendre un diagnostic pour mettre en place les bilans et la rééducation des patients. Les prises en charge, les démarches administratives doivent également être commencées avant l'établissement de ce diagnostic. L'autre point important, c'est que l'évaluation neuropsychologique est souvent plus importante finalement que le diagnostic étiologique en lui-même pour la prise en charge des patients, même si ce diagnostic pourra permettre de comprendre, d'adapter la prise en charge et éventuellement de proposer un conseil génétique aux familles. Et certaines anomalies peuvent d'emblée faire l'objet d'examens morphologiques ou biologiques avant même la consultation de génétique. Ne pas hésiter à les faire pour que le généticien puisse avoir tous les résultats lors de cette consultation spécialisée. Et enfin, bien préparer les familles aux objectifs raisonnables que l'on peut attendre de la consultation de génétique, au risque éventuel de récidive si jamais l'anomalie était de cause génétique avec un risque de récurrence, et les préparer aussi à l'hypothèse que le diagnostic génétique ne puisse pas être mis en évidence immédiatement. Alors nous allons maintenant passer à vos questions et nous accueillons le professeur Laurence Fèvre, généticienne au CHU de Dijon et coordonnatrice de la filière Andy Rare, qui a en coulisses recueilli vos questions et les a organisées et va nous les restituer. Eh bien, merci de m'accueillir au sein de votre petit groupe. Donc, il y a quelques questions qui ont été posées et puis on alternera potentiellement avec Frédéric qui pourra en avoir d'autres. Donc, une première question, merci de ce topo éclairant. Parfois, on ne peut craindre d'adresser les enfants trop tôt. En tant que médecin généraliste, doit-on adresser avant à un pédiatre? Si oui, en libéral ou à l'hôpital? Ou est-ce que ça peut être aussi directement quand on est sûr qu'il y a quelque chose? Alors, du point de vue du médecin généraliste, il me paraît important qu'un enfant dont le développement est un peu atypique soit adressé à un pédiatre, parce que la première ligne d'exploration est le médecin spécialiste des enfants, et c'est important qu'il puisse commencer les bilans. Il saura d'ailleurs peut-être mieux orienter le patient vers le spécialiste hospitalier, qui pourra ne pas être forcément le généticien, mais qui pourra plutôt être le neuropédiatre ou le pédopsychiatre en fonction des symptômes observés chez l'enfant. Alors certaines malformations ou certaines anomalies du développement peuvent aussi être adressées directement par le médecin généraliste. Ça nous arrive régulièrement d'en avoir et comme nous l'avions évoqué, il faut bien préciser la demande. Si jamais une lettre de demande de consultation génétique arrivait directement auprès du généticien et que finalement le médecin qui reçoit cette demande évoque plutôt une consultation d'un autre spécialiste, il sera à ce moment-là recontacté et le médecin pourra éventuellement être réorienté vers le praticien le plus adapté. Très bien. Alors une autre question qui sont sur les protocoles que tu as évoqués, alors qu'on appelle nous PNDS dans notre jargon, qui sont mentionnés effectivement comme pouvoir être intéressants. Est-ce qu'il y en a pour la majorité des maladies rares ? Alors, comme je l'avais cité, on en a à peu près 200 qui sont affichés sur le site de la Haute Autorité de Santé. Ils sont généralement le choix des pathologies traitées est un choix, on va dire, par ordre de fréquence. Donc, un certain nombre de pathologies rares fréquentes sont traitées. Malheureusement, pas encore toutes les pathologies. Et il existe d'autres recommandations qui ne sont pas forcément en français, qui peuvent être disponibles. Le site internet Orphanet est aussi une bonne source de résumé de certaines pathologies qui ne feraient pas l'objet encore d'un PNDS. Mais effectivement, on n'a pas encore le compte des 3000 maladies rares qui sont identifiées et qui n'ont pas encore toutes leurs PNDS. Est-ce que tu voulais poser une question intermédiaire ? Oui, j'ai une question. On a parlé de la démarche, de l'orientation, de la consultation, mais on n'a pas parlé de l'annonce diagnostique. Est-ce que vous avez dans vos centres de référence une méthode pour annoncer le diagnostic en fonction de la gravité, évidemment ? Comment vous vous organisez ?
Alors de la même façon que l'HAS a dicté des recommandations pour la rédaction des PNDS, l'HAS a aussi édité un guide des bonnes pratiques de l'annonce diagnostique. Donc ça, c'est quelque chose qui peut éventuellement être utile pour chacun de nous à utiliser et à mettre en pratique lors de l'annonce diagnostique. Et c'est d'autant plus intéressant en fait l'annonce diagnostique doit être réalisée par le médecin qui suit l'enfant. Donc c'est important que les mêmes personnes puissent être informées, puissent informer la famille, et ces personnes-là qui ont connaissance de la psychologie de la famille peuvent avoir une façon un peu adaptée pour l'annonce diagnostique. Notamment notre neuropsychologue peut être sollicité pour nous aider dans cette consultation assez particulière qui va parfois marquer un tournant dans la vie des enfants. Je ne sais pas si Faustine, tu as une idée. Oui, il est important il y a le temps de l'annonce diagnostique où on va devoir revenir sur certains éléments après parce que ça fait beaucoup d'informations pour les familles. Et souvent, il est important de leur proposer un espace de parole après, que ça soit au sein du service ou même à l'extérieur, qu'ils puissent avoir des ressources. C'est très, très important. Et souvent, on propose, et il y a une seconde consultation médicale pour revenir sur les informations. Et les familles arrivent avec beaucoup de questions, généralement. Le risque parfois, c'est que les questions soient posées au médecin traitant ou au pédiatre qui parfois n'a pas reçu encore le courrier de l'annonce diagnostique. Donc c'est vrai que ça peut aussi être un moment déroutant pour nos collègues de ville. Alors une autre question peut-être qui se recoupe un petit peu, qui est justement sur la prise en charge finalement post-diagnostic, qui est de mentionner qu'il semble qu'il n'y ait pas forcément toujours dans les services de génétique les mêmes professionnels qui soient présents. On parle de psychologues, d'assistantes sociales, de neuropsychologues, avec une question: pourquoi est-ce qu'il peut y en avoir dans certains services et pas dans d'autres ? Alors, je dirais que de la même façon que les CAMS, les CESAD ne sont pas dotés de la même façon au sein des régions, eh bien, les services de génétique se sont construits aussi chacun avec des praticiens différents. Et donc, il faut essayer de faire avec le maillage en fait, local. C'est pourquoi quand des patients nous sont adressés de province ou de l'extérieur ou de localités éloignées, il est difficile en fait pour nous de leur proposer une prise en charge, on va dire, identique, hein, parce que on va pas forcément avoir les mêmes intervenants, avoir les mêmes, la même organisation. C'est la même chose lorsque les patients déménagent. On ne sait pas toujours vers quel service de soins ils vont pouvoir se tourner. Et récemment, ça m'est arrivé pour un patient avec diagnostic qui déménage dans une région de province. Et je demande toujours à mes collègues de province comment est organisée localement la prise en charge ou le suivi de ces patients, parce que ça diffère en fait d'une région à l'autre. Il faut faire avec. Et dans le même ordre d'idée, le suivi des patients, une fois que le diagnostic est fait et que l'annonce diagnostique a été faite, est-ce que c'est au service de génétique spécialisé dans le champ de continuer la prise en charge et le suivi du patient, ou bien est-ce que la totalité de la prise en charge va être externalisée ? Alors, techniquement, comme les services de génétique ne sont pas des structures à croissance importante, on ne peut pas malheureusement garder le suivi de la totalité des patients pour lesquels un diagnostic est posé. Sinon, ça ferait beaucoup trop de patients dont la prise en charge serait coordonnée. Donc, certaines pathologies peuvent être coordonnées plutôt dans un centre qui s'est spécialisé dans un domaine particulier. Certaines pathologies dont la coordination est complexe ou qui nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire peuvent être coordonnées par un centre de génétique. Mais pour certaines pathologies, c'est vrai que c'est
en cela que les PNDS ont leur utilité. Certaines pathologies plus fréquentes ou dont les patients seraient peut-être moins difficiles à gérer doivent être suivis en ville avec la possibilité toujours de s'appuyer vers un centre de référence, mais qui n'aurait pas une prise en charge très régulière. On peut consulter les centres de référence une fois tous les 2-3 ans pour s'assurer qu'il n'y a pas de nouveautés dans la pathologie ou des choses qui pourraient éventuellement être à revoir en termes de conseils génétiques ou en termes d'essais thérapeutiques. Mais on ne peut pas malheureusement techniquement prendre en charge et suivre la totalité des enfants pour lesquels un diagnostic génétique a été mis en évidence. C'est un peu aussi, il ne faudrait pas qu'on enlève tout votre travail non plus. Mais je revendique. Il y avait aussi une autre question qui était sur quand on a un enfant petit avec des malformations et qu'on n'arrive pas à avoir un diagnostic, avec des parents inquiets pour le risque de retard des acquisitions. Comment est-ce qu'on peut avancer pour essayer de leur répondre ? Alors, si toutes les techniques de génétique ont été mises en œuvre et qu'il n'y a pas de diagnostic à l'issue des explorations, et la famille et les médecins sont démunis. Malheureusement, on n'a pas de boule de cristal et on ne peut pas deviner si la pathologie va évoluer vers un retard des apprentissages en plus des malformations. Malheureusement, c'est quelque chose pour lequel seul le temps va pouvoir répondre. Alors j'ai une question pour vous deux. Avec Internet, le grand public a accès à des myriades d'informations sans pouvoir faire le tri. Et est-ce que vous êtes régulièrement sollicité par des familles et non pas par des médecins ou par une équipe d'évaluation pour prendre en charge diagnostique un patient? Et est-ce qu'il vous faut un adressage médical à l'une et à l'autre pour pouvoir être évalué dans les centres de référence de type Handirard? Est-ce que vous êtes soumis à une pression de la part des familles pour être vu parce qu'il y a une impression soit de retard, soit de malformation qui justifie pour la famille un diagnostic génétique? Alors, dans notre centre, c'est vrai qu'on exige un courrier médical pour pouvoir discuter de la consultation génétique. Ça arrive que des patients adressent avec une description détaillée de leur enfant et de la pathologie de leur enfant, mais on leur demande quand même d'avoir un référent médical, que ce soit leur médecin généraliste ou leur pédiatre. Et bien souvent, en fait, le pédiatre de la famille ou le médecin général de la famille accepte de rédiger ce courrier. Tout simplement parce que on a besoin que les explorations qui vont être réalisées dans le centre puissent être mises en application par un médecin de proximité. Si on demande à ce que le patient puisse avoir un suivi, une prise en charge, une rééducation, il faut que le médecin de proximité puisse être au courant et nous aider à réaliser cette mise en place de prise en charge. Et concernant le bilan neuropsychologique, je te laisse répondre. Ouais. Concernant le bilan neuropsychologique, sachant que c'est propre à notre centre, il n'y a pas de bilan neuropsychologique s'il n'y a pas eu de consultation avec un généticien ou un neuropédiatre du service auparavant. Et on discute ensemble de l'indication à faire un bilan neuropsychologique. On peut recevoir des demandes des familles directement, mais on en discute auparavant avec les médecins. Et c'est préférable, même indispensable, qu'il y ait une consultation avec un médecin du service avant. Alors moi j'ai une dernière question sur le chat et on peut en prendre d'autres si certaines arrivent, sinon on pourra s'arrêter là en fonction des tiennes. Du coup, qui était le rôle des associations de patients en lien avec les équipes médicales, et travaillez-vous avec les associations de patients ? Alors oui, on travaille régulièrement avec les associations de patients. La filière, globalement, travaille avec les associations de patients qui nous adressent des familles parfois
qui sont soit dans l'impasse diagnostique, soit avec un diagnostic évoqué ou pas forcément confirmé. Donc là encore, on va demander, avant de recevoir les patients, un compte-rendu d'un médecin traitant ou d'un pédiatre. Et les associations, elles permettent aussi au centre de référence, à la filière, de relayer des informations concernant des nouveautés par rapport à certaines pathologies. Et on peut faire appel aussi aux associations pour nous aider à relayer des messages aux familles. Et on oriente aussi, suite à un diagnostic, on informe les familles de l'existence des associations. Et que si elles ont des questions ou si elles veulent échanger avec d'autres familles, c'est un lieu pour... On les informe de la présence des associations. J'aimerais revenir sur un point que j'ai vécu ce matin. Donc c'est pour ça que je pose la question. Qu'en est-il du patient lui-même? C'est-à-dire que la consultation génétique, généralement autour du bébé, anté, postnatal ou du jeune enfant, justifie que la relation soit essentiellement avec les parents, mais pas tellement avec l'enfant. L'annonce diagnostique, elle est souvent faite aux parents, mais rarement directement à l'enfant. En tout cas, dans mon vécu, c'est souvent comme ça. Et on se retrouve parfois en consultation, 5 ans, 10 ans plus tard, avec un enfant qui nous dit « mais personne ne m'a dit ce que j'avais ». Est-ce que c'est un vécu pour vous? Est-ce qu'il est possible pour un patient dont le diagnostic a été fait vraiment historiquement, de venir vous voir pour avoir quelques explications sur son parcours et sur son diagnostic? Alors oui, on en discutait récemment parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude en tant que pédiatre de penser que le patient est l'enfant. C'est mon patient, donc je lui parle dès qu'il a la possibilité de comprendre. Donc très rapidement, vers l'âge de 6 ans, je m'adresse à l'enfant, souvent à la fin de la consultation pour lui demander s'il a des questions, pour savoir s'il a compris pourquoi il venait me voir régulièrement. Alors quand le diagnostic n'est pas posé, c'est sur les symptômes. Quand le diagnostic est posé, on essaye de voir un petit peu ce qu'il a compris du diagnostic qui avait été posé. Ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'il m'était arrivé de temps en temps de recevoir des familles où le diagnostic n'avait pas été évoqué à l'enfant et parfois même les mamans venaient avant la consultation seule, sans l'enfant, pour me prévenir qu'il ne fallait pas que j'évoque le mot le diagnostic devant l'enfant. C'est quelque chose que je conçois difficilement parce qu'un enfant, on le sait tous en tant que médecin, en tant que pédiatre, les enfants devinent beaucoup de choses, même si ils peuvent avoir des difficultés intellectuelles pour certains. Et parfois, c'est peut-être plus angoissant de savoir qu'on leur cache quelque chose que d'évoquer avec des mots simples une maladie génétique dont il n'est pas responsable et dont personne n'est responsable. On se rejoint complètement. Et cette difficulté, elle est d'autant plus vraie que l'enfant présente un trouble du neurodéveloppement, où on considère qu'il ne va pas être capable de comprendre, alors que c'est probablement l'inverse, c'est que ça va quelque part l'aider et l'accompagner dans sa démarche d'intégration en connaissant son diagnostic et en s'aidant de ce diagnostic plutôt que de lutter contre ou de se retrouver dans une situation inconnue et de secret et de choses dont il ne faut surtout pas parler. Tout à fait d'accord. Oui, il est essentiel de l'expliquer. Et puis aujourd'hui, il existe beaucoup de supports pour expliquer aux enfants qui ont des besoins spécifiques. Et souvent, le bilan neuropsychologique, c'est un moment où on peut revenir sur ce diagnostic ou juste expliquer quelles sont les difficultés et quels sont pourquoi, toi, en tant qu'enfant, tu as des besoins qui sont différents de d'autres enfants. C'est important d'avoir ces espaces-là et de pouvoir en discuter. Merci pour toutes ces explications qui, j'espère, sont très très utiles aux praticiens qui nous ont écoutés. Donc, si nous n'avons pas de questions, nous allons clore ce deuxième Handifocus que j'ai été ravie d'animer. Je voudrais juste passer un petit message à l'équipe technique qui est un support indispensable pour la réalisation de cet Handifocus. Et je te laisse conclure, Laurence, pour nous présenter la suite de cette histoire d'Handifocus. Très bien, et du coup on va avoir une carte qui va s'afficher à l'écran avec, pour vous présenter la suite des rendez-vous que nous allons avoir.
Donc le prochain, ça va être sur un thème médico-social qui va être le 10 mars 2022. Donc on vous donnera les créneaux exacts toujours en fin de journée. Et puis après, on va avoir, donc le but c'est chaque centre en France, chaque grand centre de référence en fait prend son tour pour vous présenter un petit peu ses spécialités. Donc on aura ensuite à des dates qui vont être déterminées. On dit focus sur les anomalies de membres pour le nord de la France. Un focus sur le dépistage néonatal pour le sud-ouest, et puis de la présentation de pathologies très fréquentes en génétique pour le sud-est. Donc les dates vous seront mentionnées à chaque fois. Et puis pour mémoire, en dehors du direct qui est là pour que les questions puissent être posées, il y a aussi une disponibilité de revoir un petit peu, de revisionner en replay, avec le replay qui est déjà disponible pour le premier Handifocus, qui était sur la démarche diagnostique des maladies du développement en 2021. Donc ce replay sera disponible également. Donc on a en général effectivement un visionnage qui est souvent 4 fois plus important en replay, puisqu'on peut du coup, par la force des choses, le regarder quand on veut. Et du coup, voilà, également, je vais remercier l'équipe technique d'AgroSup Web TV, et puis surtout vous remercier tous les trois de votre participation.